Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour cette France dans tous ses états en ce lundi 26 janvier 2026. J'ai à ma gauche Maud Koffler. Bonjour Perico. Qui veille sur la bonne tenue de cette émission et nous obtient des interventions pertinentes de la part des personnalités de la République. Et en face de moi, Julien Delmas va s'assurer d'une réception radiophonique au top. Et encore ici, dans cette maison essentielle, le rôle d'Emmanuel Galasso qui vous attend au 0826 300 300 parce qu'il sait que vous bouillez d'impatience d'intervenir, de poser vos questions ou de témoigner ou de donner votre avis sur les sujets du jour. Quels sont ces sujets du jour? Pas mal d'interdictions. Faut-il interdire le port du voile musulman aux mineurs sur la voie publique? Restons-nous bien dans l'esprit de la loi de 1905 et sur les principes de laïcité? Nous en débattons à 12h10 avec Christophe Eoche-Duval, juriste, essayiste, spécialiste des questions d'immigration. Est-il urgent d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans? Le gouvernement engage la procédure accélérée pour que le texte entre en vigueur dès la rentrée de septembre 2026. Nous aurons l'avis de Vincent Louot, sénateur Horizon d'Indre-et-Loire. Faut-il interdire à Trump, là j'extrapole un petit peu, d'embêter l'Europe et la France? Non. Que pèse la France aux yeux des Américains? Ça, c'est le vrai sujet. L'Europe a-t-elle eu raison de tenir tête à Donald Trump? Le journaliste québécois Stéphane Bureau nous dira ce qu'il en pense. Il est québécois, il est canadien, mais il est de culture française. Il est bien placé pour arbitrer ce débat passionnant. Les parents doivent-ils payer pour les enfants? Un adolescent de 17 ans qui avait mis feu au gymnase de La Chapelle-Lin, c'est sa maman qui va devoir payer les 380 euros de dédommagement à la mairie. Elle va voir comment ça se présente avec les assurances et avec la loi. L'Algérie est-elle une démocratie? C'est ce que pense la députée écologiste Sabrina Sebaï. On va décrypter précisément ce qu'est une démocratie, ce qu'il ne l'est pas. L'Algérie n'est pas dans le seul cas. C'est bon le kebab quand il est préparé avec des produits de qualité. Mais attention, un kebab peut en cacher un autre. Gare au blanchiment d'argent sale. Aussi des maires ont-ils fait émis des arrêtés municipaux pour essayer d'endiguer ce phénomène qui ne touche pas que les kebabs, d'ailleurs aussi les barbeurs. Maud Koffler nous parlera de cette députée qui a envisagé la décapitation du roi d'Espagne en pleine séance du Parlement européen. Le Louvre, alors c'est plus le musée du Louvre, c'est le moulin du Louvre. Et puis Maud, vous nous parlez une dernière perle, je vous la laisse l'annoncer. Ah mais je ne l'ai pas sous les yeux, alors je fais très mal mon travail. De quoi vous vouliez nous parler? Je vais vous parler, alors attendez, vous mettez dans l'embarras, Perico. Si. La parité. Pardon, là, c'est très gênant. Oui, la parité, parce que la nouvelle loi sur la parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Il y a 11 conseillers municipaux, 6 femmes, 5 hommes, et la maire ne peut pas se présenter en tête de liste, sinon elle perturbe la parité. Vous voyez, non, sujet très important. Voilà, et puis alors, est-ce qu'on aura ou non un petit leçon de monsieur Michel Sardou, dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Michel Sardou, et il va nous parler du temps de l'époque. La chanson, c'est... ça s'appelle... vous restez avec nous et vous écouterez une très jolie chanson très connue. Et surtout, au vu de ce que je vous ai proposé comme sujet, je ne doute pas que vous aurez des avis importants et pertinents à nous transmettre. Vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio. La France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière, on commet aussi des injustices. Arnaud Glasfeld. On connaît Arnaud Glasfeld, sa verbe, sa fougue. Et il a utilisé le mot rafle pour parler de mesures pour juguler l'immigration. Et évidemment, cette déclaration d'effraie la chronique suscite des émois, des indignations. Voilà, ça fait un petit scandale. Est-ce qu'on peut remettre les choses à leur place? Arnaud Glasfeld est le fils de Serge et de Beate Glasfeld. Il est le petit-fils d'Arnaud Glasfeld. Il porte le prénom de son grand-père, qui fut déporté à la suite d'une rafle à Nice en 1943 et qui est mort en camp de concentration.
Alors on dit, mais comment Arnaud Klarsfeld peut-il utiliser le mot rafle? On comprend le sujet qu'il soulève, à savoir le peu d'efficacité du gouvernement français pour traiter un sujet qui est l'immigration. Aux États-Unis, effectivement, nous avons une décision gouvernementale du président Trump avec l'ICE, la police de l'immigration, et 2 énormes tragédies. 2 personnes ont été tuées, une femme et un homme récemment encore. Évidemment, cette forme de pratique policière suscite évidemment l'indignation générale. Et est-ce qu'on peut dire à Arnaud Klarsfeld que le sujet qu'il soulève est fondé, que sa colère est légitime, mais que, attention, l'indignation et encore plus l'exaspération sont mauvaises conseillères. Il s'agit bien entendu de traiter le problème de l'immigration en France, qui est la principale préoccupation des Français, qui est au cœur du débat politique et qui sera certainement l'enjeu essentiel de la prochaine campagne pour l'élection du président ou la présidente de la République. Que pour autant, cette mesure pour réguler l'immigration, avoir une immigration choisie, que la France n'accueille que les gens qu'elle peut recevoir, auxquels elle peut accorder des conditions dignes de résidence et d'existence, évidemment, est un enjeu essentiel politique, humain, économique et social. Bien sûr, le gouvernement ne prend pas les mesures qu'il faut. Et lorsque le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pris cette loi, eh bien, le Conseil constitutionnel est passé derrière en disant c'est pas conforme à la Constitution. Voilà, la France a besoin aujourd'hui, comme aux États-Unis, d'une loi puissante, nette, forte, efficace. C'est l'intérêt de la nation, c'est la préoccupation des Français, et c'est une mesure tout à fait républicaine. La France restera une terre d'accueil, c'est la République des droits de l'homme, mais qu'elle doit considérer qu'elle ne peut accueillir des gens que si elle leur assure des conditions de vie décentes, et des gens qui acceptent la loi de la France, et que s'ils viennent s'intégrer, ils acceptent les principes et les valeurs de la République. Donc la colère d'Arnaud Klarsfeld est totalement légitime, elle est fondée, son indignation est tout à fait compréhensible. Peut-être que le mot rafle qu'il a voulu en tant que provocation, on le connaît. Imaginons que Arnaud Klarsfeld ne soit pas un petit-fils de déporté. Le scandale encore plus fort et plus violent que ça aurait fait. Eh bien voilà, on en est là. Il y a une chose, il y a la forme dont on s'exprime, la façon dont on s'exprime, et le fond du sujet. Aujourd'hui, le fond du sujet, c'est qu'il faut trouver une solution politique au problème de l'immigration en France, et qu'Arnaud Klarsfeld l'a souligné à sa façon, même si le mot qu'il a utilisé est un petit peu brutal. 2 propositions de loi ou projets de loi qui sèment le trouble, en tout cas qui font débat. L'une interdisant le port du voile pour les mineurs dans la rue, l'autre interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs également. Tout ça vous fait forcément réagir, alors n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio où on donne la parole en direct. 0826 300 300, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Il n'y a pas que le port du voile qui déclenche la polémique. Plus de voile pour les mineurs. Le port du napperon, lui, plus discret, serait accepté. Contrairement au port du plaid, qui lui serait désormais interdit. Il est interdit à tout parent d'imposer à sa fille mineure ou de l'autoriser à porter dans l'espace public une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. Port du rideau, port de la nappe, port du plaid. Cette proposition fait suite au rapport Frères musulmans et islamisme politique en France. Faut pas non plus se voiler la face. La radicalisation de celles qui, par exemple, portent ostensiblement le couvre-lit. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'était la proposition de loi la plus médiatisée de la niche parlementaire des Républicains qui se tenait à l'Assemblée jeudi dernier, même si le texte n'a pas encore été étudié faute de temps. Porté par le président du groupe, Laurent Wauquiez, ce texte prévoit l'interdiction du port du voile pour les jeunes filles mineures, et ce même en cas d'accord des parents. Mais cette loi a-t-elle des chances de passer? On en parle avec Christophe Féoche-Duval. Bonjour. Bonjour Christophe Féoche-Duval, je rappelle que vous êtes juriste, essayiste, spécialiste des questions d'immigration, et là nous touchons à un sujet extrêmement sensible, quel que soit d'ailleurs le camp politique que l'on représente, puisque c'est le port du voile sur la voie publique, non pas dans cet aspect de la laïcité qui fait que dans l'espace, dans les établissements publics, il faut observer la neutralité. Là on serait sur la voie publique. En un premier temps, Christophe Féoche-Duval, est-ce que ça touche à certains principes constitutionnels ou pas, ce projet de loi? Bonjour Sud Radio, merci de m'accueillir quelques minutes. Effectivement, parlons vrai, il est évident que ce sujet touche des libertés constitutionnelles. Et c'est pour ça qu'évidemment, bien sûr, l'avis des juristes est forcément important, parce que
Comme l'a dit d'ailleurs Gabriel Attal, je crois qu'il a raison, je vais en parler dans un instant, il se dessine un arc anti-voilement qui va aujourd'hui, c'est très intéressant, de Renaissance jusqu'au Rassemblement national. Et Gabriel Attal a dit qu'il y avait une voie de passage constitutionnelle possible. Évidemment, quand on dit une voie de passage, ça veut dire forcément, c'est pas une porte très large, mais ça veut dire qu'il y a une possibilité. Et il faut l'aborder avec sérénité, parce que toutes les questions de droit constitutionnel d'abord doivent s'apprécier de manière sereine. Et les citoyens, à la fin, sont les derniers constituants, et c'est ça qui compte. Alors, le texte de M. Wauquiez, effectivement, a fait pchit. Ça a été dit par votre collaboratrice. Il a fait pchit parce qu'il était inscrit dans une niche parlementaire où ils avaient fait un peu de bourrage d'ordre du jour, on va dire. Il y a d'autres textes qui sont sur la table. Alors, il y a une PPL, proposition de loi, ça veut dire, notamment de Valérie Boyer. Il y en a une de Julien Audoul. Il y en a une plus ancienne, mais elle est un peu tombée maintenant en désuétude quand ils s'entendaient bien entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Et puis, il y a surtout ce fait nouveau en mai dernier que le président de Renaissance, ancien Premier ministre, Gabriel Attal, a posé la question sur la table. Et je crois qu'il a bien fait du point de vue juridique, constitutionnel et de la problématique de ce voile qu'on voit apparaître. Christophe Héauge-Duval, le débat est ancien. Tout était parti en 89 d'un établissement scolaire de Creil où 3 jeunes filles étaient arrivées avec un voile. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque s'était défaussé. Il s'appelait Lionel Jospin. Il l'avait renvoyé sur le Conseil d'État et finalement on avait laissé la liberté aux proviseurs d'apprécier la situation. Est-ce que cette loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui pour l'interdiction du voile aux mineurs sur la voie publique, est-ce qu'elle entre dans l'esprit de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, ou est-ce que c'est un chapitre supplémentaire, c'est une nouvelle étape dans cette appréciation de ce que l'on appelle la laïcité? Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, elle a une possibilité d'être un sous-tiroir, on va dire, de la loi du 9 décembre 1905, qui souvent est présentée, comme la loi de séparation de l'Église et l'État, c'est un fait. C'est une loi aussi qui a fondé un principe constitutionnel qui est celui de la laïcité. Et de la protection des cultes. Et de la protection des cultes. Et de la protection des cultes. Voilà. Mais la laïcité n'est pas le sujet lorsqu'on parle évidemment de l'interdiction du port de certains signes ostensibles extérieurs dans l'espace public. C'est plutôt, je dirais, le terrain également de la loi de 1905 de la liberté de conscience quand on s'adresse à des mineurs, et je dirais à des mineurs qui, comme l'a de ce point de vue très bien relevé Gabriel Attal, contrairement à la proposition de loi de M. Wauquiez, qui lui interdirait le port uniquement du voile. Il ne faut pas en faire une obsession, mais uniquement du voile pour tous les mineurs de moins de 18 ans. Gabriel Attal a bien vu qu'il y avait dans le Code civil, de notre patrimoine juridique national, une distinction, on va dire, entre les enfants et les jeunes, qui n'ont pas encore l'âge de raison légale, et ceux qui ont l'âge de raison jusqu'à 18 ans. C'est le signe de l'émancipation, c'est-à-dire la césure et l'état 16 ans. On ne peut pas effectivement constitutionnellement, à mon sens, de juriste, interdire notamment le voile à des mineurs de 16 à 18 ans. Ils ont acquis une conscience. C'est cette conscience que l'État a le devoir de protéger à l'égard des enfants les plus vulnérables de pression, qui ne sont pas toujours que, d'ailleurs, parentales, au passage. Et donc, au contraire, Gabriel Attal a raison de penser qu'il y a une voie de passage constitutionnelle entre, on va dire, les jeunes mineurs jusqu'à 16 ans. La nuance est ténue. Vous êtes d'accord, juridiquement? Alors, elle est ténue. Elle est au contraire très importante parce que le droit constitutionnel est fait, évidemment, d'une possibilité d'intervenir dans ce domaine qui est sensible, mais à partir du moment où c'est proportionné et nécessaire. La proportionnalité serait plus compliquée à démontrer au Conseil constitutionnel entre l'âge de 16 et 18 ans. Elle est totalement au contraire plaidable jusqu'à 16 ans. Et la nécessité, justement, intervient parce que la conscience et la vulnérabilité des jeunes, entre, on va dire, 5 ans, on voit des fillettes de 5 ans. Moi, j'en ai vu, je suis témoin dans la rue d'avoir vu des fillettes de 5 ans voilées jusqu'à, l'âge, comme je disais, l'âge de l'émancipation. Christophe Héauge-Duval, comment vous faites dans la rue quand vous êtes un représentant de la force publique pour savoir si c'est 16, 17, 18? Vous interpellez tout le monde. Au faciès, vous dites, celle-là, elle doit avoir plutôt 17 ans et demi ou 18 ans. Vous reconnaissez que la complication d'application de cette loi est réelle, même si c'est une nécessité. On est bien d'accord. Je ne conteste pas le fond. Je dis l'application ne va pas être simple.
l'application ne va pas être simple, absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi le choix du terrain de la sanction. Je ne crois absolument pas, pour le coup, à la sanction pénale. Elle est un peu grotesque. D'ailleurs, quelque part, la loi Chirac, qui a interdit le voile intégral aux majeurs, aux femmes majeures, dans l'espace public, est extrêmement mal appliqué, mis en œuvre. C'est une amende de 35 €, ça n'a pas grand sens. Mais ça a eu un impact psychologique. Il ne faut pas oublier que les lois, d'un point de vue civisme aussi, ne sont pas que des lois forcément qui cherchent la sanction ou le bâton. Elles ont des valeurs pédagogiques. Et moi, je dis que la loi Chirac, peut-être qu'aujourd'hui, on voit encore quelques phénomènes, malheureusement, dans tel ou tel quartier où des femmes sont voilées intégralement. Elle veut interpeller. Elle est entrée dans les mœurs. Voilà, elle veut interpeller la pédagogie des lois. La loi Chirac veut interpeller. Alors, quant aux enfants de mineurs, puisque vous évoquez, effectivement, c'est vrai que la distinction entre 14 et 16 ans ou 17 ans est peut-être délicate. Mais enfin, écoutez, faisons appel au discernement de nos agents de police, qui évidemment repéreraient surtout ce que sont les enfants. Voilà. Quand je vois effectivement moi-même témoin visuellement des jeunes fillettes dont je peux très bien dire facilement qu'elles ont entre 5 et 10 ans, je sais repérer à peu près l'âge, et je pense qu'un agent de police n'est pas plus crétin. Vous imaginez quand même, Christophe Duval, un agent de police, un fonctionnaire de police dans un quartier sensible interpellant une jeune fille qui porterait le voile de façon illégale, il intervient, il verbalise, vous imaginez le contexte que ça peut engendrer. Donc tout ça est un sujet extrêmement fragile. Alors, oui, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je ne recommande pas la sanction pénale qui était celle de la loi, enfin, du projet de loi Wauquiez. Je crois qu'il faut plutôt aller vers des mesures d'ordre éducatif. Il faut agir sur l'autorité parentale. Il faut qu'en vérité, ça enclenche une sorte de rapport qui soit fait à l'autorité administrative, préfectorale, à l'autorité scolaire, à l'autorité parentale. Et puis voilà, il y a une discussion qui est faite, il y a une pression qui est faite auprès des parents. Vous devez protéger et laisser tranquille la liberté de conscience des enfants jusqu'à l'âge de l'émancipation. Si on ne fait pas ça, nous aurons rapidement un phénomène qui va s'étendre. D'ailleurs, je regrette vraiment que le ministère de l'Intérieur ne le chiffre pas davantage. C'est un peu désolant. Vous avez cité le rapport sur les frères musulmans. C'est très indigent en données statistiques, mais on sait quand même aujourd'hui, par un sondage IFOP très récent, que 45% des jeunes femmes de 15, alors c'est à partir de 15 à 25 ans, portent le voile. Alors, qu'elles en font une affaire de religion, c'est possible, mais l'espace public de se distinguer de ce qui est la mosquée, de ce qui est la maison, etc. Sans oublier, je dirais, le Conseil constitutionnel sera là extrêmement vigilant, bien entendu, sur cette loi. Est-ce que nous sommes d'accord que la priorité des priorités, c'est l'éducation nationale, émanciper les consciences, éduquer, instruire et faire comprendre qu'en République française, le voile n'a, j'allais dire, philosophiquement pas sa place. On peut pas l'interdire puisque nous respectons les cultes, mais à condition qu'ils ne mettent pas en péril nos valeurs de citoyenneté, de fraternité et d'égalité. Je pense que l'essentiel, il est là. C'est pour ça que, comme je vous le disais, effectivement, le terrain pénal n'est pas le bon choix. Celui qui a fait la proposition de loi Wauquiez, de ce point de vue, je ne le valide pas. Et je pense qu'il créerait des ennuis avec le Conseil constitutionnel. Mais en faire une interdiction civique liée au vivre ensemble en France, posée sur des bases objectives, moins de 16 ans. D'ailleurs, ne pas limiter ça à la question du voile, mais en fait au port de tout signe extérieur distinctif et discriminant et clivant de nature idéologique, religieuse ou politique, ça s'entend, et le sanctionner uniquement par des mesures éducatives et pédagogiques, comme vous le dites, effectivement. L'école saisie de ce texte pourra faire de la pédagogie auprès de la maternelle, j'allais dire, jusqu'au collège. Il y aura l'action possible auprès des parents. S'il y en avait des parents jusqu'à un certain point récalcitrants, mais il y a des outils dans le Code civil qui permettent d'aller jusqu'à prendre des mesures relativement à l'autorité parentale, parce que c'est une violence qui est faite auprès d'enfants. Vous vous souvenez, Christophe Duval, dans le débat du deuxième tour de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen annonce face à Emmanuel Macron qu'elle interdira le voile pour les mineurs, ou je crois que le voile en général, sur la voie publique. La réaction a été que massivement, nos compatriotes, nos concitoyens musulmans sont allés voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui a dit « Regardez, c'est moi qui... » Voilà. Attention à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation et une récupération d'une loi qui, pour l'instant, est dans un esprit républicain, même si son application relève ensuite de précision juridique. Attention à ce qu'il n'y ait pas récupération par ceux qui, justement, n'aiment pas forcément la laïcité républicaine.
C'est vrai. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas une affaire de laïcité, c'est une affaire de liberté de conscience et de protection de la conscience des enfants qui sont vulnérables par définition. Quant au rappel que vous faites, je n'entrerai pas dans aucun débat, mais je rappelle que il n'y a pas si longtemps, dans les années 1905-1910, il y avait des arrêtés municipaux d'une famille politique que ne devrait pas démentir la personne que vous avez citée et qui voulait interdire le port de la soutane dans la rue. C'était un arrêté municipal de Kremlin-Bicêtre, très célèbre, très amusant. Bien sûr. Une affiche et c'était la gauche. À l'époque, c'était la gauche de l'hémicycle qui et que cherchait-elle à faire à sa manière, soi-disant une liberté de la conscience dans l'espace public? Et ben moi je lui renvoie la balle. Non, je crois que le fait nouveau, c'est véritablement cet arc anti-voilement qui se dessine désormais entre le parti République et le parti Renaissance. C'est une nouveauté. Voilà. Et donc c'est le signe d'un démarrage de consensus dans l'opinion publique. Et puis s'il faut aller jusqu'au référendum, eh bien écoutez, les Français seront souverains. Justement, quelle est la suite là, la suite juridique, parlementaire? Il y a une prochaine étape? Comment ça va se passer? La prochaine étape, surtout, je l'espère, c'est la mise par écrit d'une proposition de loi de Gabriel Attal, qui, à mon avis, serait celle qui, profitant d'une niche parlementaire du mouvement Renaissance, aurait le plus de chances probablement d'aller jusqu'à son terme. Parce que je pense qu'elle trouvera des termes qui ne sont pas clivants, elle trouvera des termes qui seront juridiquement, constitutionnellement plus acceptables. Et je pense qu'elle peut faire un ralliement, on va dire, du centre à la droite, et donc par conséquent donner ses chances. Peut-être se réserve-t-il ce débat pour la présidentielle, c'est possible. Je crois que ce sujet ne sera pas absent de la présidentielle, ça c'est certain. Christophe Ferge-Duval, merci. Ne doutez pas que nous aurons certainement besoin de faire appel à vos compétences pour suivre ce dossier extrêmement sensible. À bientôt. Autre projet de loi portant sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette fois, le sujet arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce sera le sujet qui, juste après les perles, et on en a pas mal, on en a de jolies, des perles aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à réagir, à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Ces États, les perles du jour. Du roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con qui prend la tête, d'accord ? Le sujet de la responsabilité des parents dans les actes commis par leurs enfants pose toujours question, et là en particulier, Perico. Et oui, Maud, vaste programme. Les parents doivent-ils payer pour les enfants? Eh bien, c'est ce qu'a décidé un tribunal pour enfants. Il s'avère qu'un adolescent de 17 ans a mis le feu au gymnase de La Chapelle-Lin en Loire-Atlantique en décembre 2023. La mère du délinquant a été condamnée à payer la somme de 384 580 € en dédommagement. Ainsi en a décidé le tribunal pour enfants, comme je vous le disais. Et l'assurance civile, familiale de la maman va devoir s'acquitter de la dite somme de la dépense, mais elle pourra se retourner contre la maman puisqu'il s'agit d'un délit. Comme la loi a pas été respectée, elle pourra demander le remboursement. C'est pas une somme modeste, 384 580 €. C'est la première fois que les choses sont ainsi clairement posées. Il y a déjà eu des conflits, il y a déjà eu des dédommagements. Mais là, payer la totalité d'un gymnase, effectivement, on sent que la justice a décidé qu'il fallait à un moment donné responsabiliser les parents. On dit souvent, ah oui, mais bon, voilà, on passe à côté. Là, je pense que les choses sont en train de se préciser. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je sais qu'en tout cas, qu'il faut responsabiliser les parents et que là, pour le coup, un tribunal de la République a décidé que la maman était responsable de la crétinerie, de la connerie, comme on dit, de son gamin. Alors, est-ce qu'elle est solvable ensuite? Est-ce que l'assurance se retournera? À suivre. La parité s'impose désormais dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est depuis une loi de mai 2025. Oui. Et il y a des cas de figure où ça pose problème. Ah, carrément, c'est l'une des lois les plus absurdes que le Parlement ait votées, une des lois les plus contraignantes pour les communes de moins de 1000 habitants, pour lesquelles la parité n'est pas vraiment une priorité, à croire que ceux qui l'ont votée n'ont jamais mis les pieds dans une mairie de village et ne comprennent rien aux enjeux des élections municipales. La loi sur la parité, portée par l'ancienne députée Modem Élodie Jacquier-Laforge, impose la parité dans les communes qui jusqu'ici utilisaient un scrutin majoritaire autorisant le panachage, c'est-à-dire qu'on pouvait rayer certains noms qui figuraient sur une liste ou en ajouter. Désormais, la tête de liste devra panacher autrement, homme-femme, au nom d'une diversité dont les habitants se fichent pas mal, parce que pour eux, l'important, ce n'est pas d'être représenté par des conseils composés d'hommes et de femmes, mais par des conseils composés d'hommes ou
ou de femmes capables de s'engager dans la durée et de servir leurs intérêts face à des politiques nationales mortifères comme celle-ci. Alors forcément, dans de nombreuses communes, ça pose problème. En Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, la maire sortante Nathalie Duranton entendait être candidate à sa réélection en mars prochain, mais elle ne pourra pas être tête de liste, faute de volontaires féminins. C'est toute l'absurdité de cette nouvelle règle donc, qui empêche donc une femme de redevenir même Oui, maire. il y a 6 hommes sur cette liste. À Lignérac, je crois, la commune de Corrèze. Et seulement 5 femmes. 6 hommes et 5 femmes. Si elle était d'élite, ça fait une femme de plus. Bon, effectivement, alors la loi sur la parité, si, elle est importante, mais la façon de... Pas dans les communes de moins de 1000 habitants. Franchement, c'est pas normal. Rappelons, Maud, que ce n'est pas le suffrage universel qui élit le maire, c'est le conseil municipal. Et même si Madame Duranton est de seconde de liste, rien n'empêche son conseil municipal, qui sera pas loin. Ouais. Non, de l'élire maire, tout simplement. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Si les choses sont bien faites, oui. Voilà. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. Une dictature intelligente. Tout est bon pour soigner son électorat, quitte à affirmer l'impensable, Perico. Oui, c'est une députée écolo, Sabrina Sebahi, qui a dit « l'Algérie est une démocratie ». Alors, on doit rentrer précisément dans la définition de la démocratie. L'Algérie applique, c'est une république, socialiste démocratique, qui applique le suffrage universel, ainsi que l'Iran et ainsi que la Russie. Il y a bien le suffrage universel. Les citoyens vont bien voter, mettre leur bulletin dans les urnes, ils élisent. C'est ensuite ce qui se passe. On se souvient même qu'en Algérie, en 91, c'est le Front islamique du salut qui avait remporté les élections législatives de façon totalement légale et totalement démocratique, et l'armée avait pris le pouvoir pour empêcher le fils et d'accéder au pouvoir en Algérie. Et les démocrates français avaient soutenu l'armée en se pinçant le nez là-dessus. Est-ce qu'on a le son de cette députée? C'est une démocratie, l'Algérie, aujourd'hui, vous diriez? Est-ce qu'il y a des élections? Oui. On peut toujours critiquer. Ça suffit pas. On peut toujours critiquer ce qui dysfonctionne. Après, oui, moi je considère aujourd'hui que c'est une démocratie. Alors c'est une démocratie si la volonté du peuple est appliquée, si les droits de l'homme sont respectés, si la liberté de conscience est appliquée. Au vu des récents éléments, je crois que Madame Sabrina Sebahi se prononce un petit peu trop vite. Et je pense que s'il y a bien le suffrage universel en Algérie, l'Algérie n'est pas le symbole aujourd'hui d'une démocratie parlementaire et d'un pays où les droits de l'homme sont respectés. Voilà. Maud. Alors que le roi d'Espagne s'exprimait à la tribune du Parlement européen, une députée européenne a commis, elle s'est filmée, elle s'est fait un espèce d'auto-selfie en évoquant la décapitation de Louis XIII, de Louis XVI. Mercredi dernier, alors que le roi d'Espagne était à Strasbourg pour célébrer les 40 ans de l'adhésion de son pays à l'Union européenne, une députée européenne de la France Insoumise a trouvé de bon ton de se filmer dans l'hémicycle, ce qui est déjà strictement interdit, et cette vidéo a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux pour une raison simple. Écoutez. C'est le roi qui parle, le roi d'Espagne. On est le 21 janvier aujourd'hui. Le 21 janvier, les rois. Aïe, 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 aïe. Voilà, l'élu insoumise Leïla Chaibi mime de la main un geste de décapitation en plein discours du roi d'Espagne et en plein Parlement européen. On connaissait bien sûr les valeurs humanistes de la France insoumise, ça se confirme, et surtout l'inculture, puisque comme vous le savez, le régime d'Espagne ne ressemble en rien à celui que connut la France. C'est une parenthèse, mais pour paraphraser Audiard, je ne parle pas aux élus de la France insoumise, ça les instruit. Leïla Chaibi n'en est pas à son premier coup d'éclat. Elle avait suscité un tollé en se filmant dans les couloirs du Parlement européen en mai dernier, ouvrant les casiers de plusieurs élus, ceux de Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy ou encore Marion Maréchal, sous prétexte de dénoncer l'influence des lobbies. Dans cette vidéo, on l'entendait également dire « Je vérifie au cas où il y aurait un truc à piquer », ce qui n'a pas fait rire les principaux concernés. C'est tout pour moi. Alors, faisons remarquer que l'attitude de cette députée européenne est totalement absurde, elle est ridicule. La monarchie espagnole est une monarchie constitutionnelle, comme la Belgique où est le Parlement européen, comme le Danemark, comme la Suède, comme la Norvège, qui sont des démocraties constitutionnelles. Donc je vois pas le rapport. Et je lui rappellerai à cette chère députée écologiste que 21 janvier est également l'anniversaire. Je l'avais dit, vous vous souvenez ce jour-là, 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI et de Lénine. Ah oui, Lénine. Vrai. Et ça n'a pas empêché Lénine, qui est considéré comme le grand penseur du marxisme-léninisme, d'être à l'origine de millions
millions de morts. J'aurais préféré que cette députée s'indigne du léninisme et de ses dégâts que de s'inquiéter de savoir si le roi d'Espagne représente ou pas la démocratie. Quant au signe de la décapitation, je pensais que les écolos étaient contre la peine de mort. Je ne savais pas qu'on pouvait... Venant d'une élue française vis-à-vis du roi d'Espagne, c'est gravissime. Pendant une séance du Parlement européen. Ça engage la France. Je pense que c'est une insulte à la démocratie, une insulte à l'Europe et une insulte à sa fonction de député. Ce soir, c'est kebab. Comme d'habitude, je mange la journée, j'ai grave la dalle. J'ai pris pas un, pas deux, mais 3 kebabs. Bon, j'ai quand même payé 50 balles. 50 balles de kebab, ça fait mal quand même. Quel enfer. Une enquête révèle, ou plutôt rappelle, qu'un vaste réseau de blanchiment d'argent s'opère grâce au kebab, notamment, Perico. Oui. Le kebab, c'est bon quand c'est préparé avec des bons produits, mais attention, un kebab peut en cacher un autre. Gare au blanchiment d'argent sale. Ainsi, des maires, comme à Fère en Tardenois ou à Clermont-sur-Oise, ont pris des arrêtés municipaux. Parce qu'il n'y a pas que les kebabs, il y a d'autres commerces, d'autres artisanats, les barbeurs notamment. Enfin voilà. C'est dommage parce que, le kebab, c'est de la cuisine de rue, ça représente une culture, une tendance. Si en plus, mais c'est pas toujours de la bonne bouffe. Hein. Alors si en plus les fast-foods doivent être maintenant les instruments de blanchiment de l'argent sale et d'autres artisanats de rue où on essaie de relancer le commerce de proximité, si c'est pour que ce soit un repère de mafieux, ça va poser un gros problème. J'espère que là aussi, le législateur et les autorités de la République sauront prendre les mesures qui s'imposent pour établir la vertu au sein de ce pays, ma chère Maude. Nous parviennent de nouvelles informations en provenance du Louvre. Je travaille au Louvre en tant qu'agent de poste de contrôle et intervention de nuit. Vous tombez bien, vous. Il n'y a pas de risque zéro. Sans déconner. L'enquête concernant le cambriolage du Louvre plombe un peu plus la direction du musée. Oui, à chaque jour suffit à peine, on a des révélations. Et là, c'est un rapport de la préfecture de police qui signale que l'ensemble des moyens dédiés à la sûreté du Louvre comme vétustes et inadaptés au lieu, et que vu la superficie, il y avait un manque de moyens, un manque de procédures, et qu'en tout cas tout ça est en deçà du niveau de sécurité requis. C'est un petit peu honteux. Finalement, la direction du Louvre avait l'air de le savoir et a essayé de le taire le maximum. J'espère que là aussi la lumière sera faite sans j'allais dire, compromis ni négligence. Et c'est l'anniversaire de l'immense Michel Sardou. Ça nous tenait un peu à cœur quand même de le célébrer, de lui souhaiter un joyeux anniversaire. On aime beaucoup Michel Sardou. On peut ne pas aimer parce que c'est un chanteur qui a pris des positions politiques engagées. Voilà, bon, quel chanteur ne l'est pas aujourd'hui? Mais il n'y a aucun problème, on a le droit d'avoir des excès. Et je rappelle quelques chiffres, Perico, 100 millions d'albums vendus quand même, Michel Sardou, 14 albums classés numéro 1 en France et 50 ans de carrière qu'il a achevé par une très belle tournée l'année dernière. Bien sûr, et la prochaine fois on écoutera Jean Ferrat qui lui aussi, chacun son chanteur bien aimé. Allez, vous restez bien avec nous, nous allons parler maintenant du projet de loi portant sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On en parle avec le sénateur Vincent Louault. N'hésitez pas à nous appeler comme d'habitude au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le projet de loi portant sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il est défendu par le gouvernement et le groupe Renaissance au nom de la santé des plus jeunes. Mais est-ce vraiment à l'État d'interdire l'accès des mineurs à Instagram, Snapchat et TikTok? Et comment cette interdiction pourra-t-elle être appliquée? On en parle avec le sénateur Horizon Vincent Louault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Louault, merci d'être sur Sud Radio à cette heure. Le sujet est ancien, anime à la fois les consciences et les engagements politiques. On voit les ravages des réseaux sociaux, tout simplement d'abord de l'écran. On se souvient de cet ouvrage, la fabrique du crétin numérique, pour l'utilisation des écrans. Mais là, l'écran va plus loin. Il introduit dans la vie familiale et dans la conscience des enfants des informations et des considérations qui sont nocives, tout simplement pour le bien-être, pour la République, pour la démocratie. Est-ce qu'il était temps, Vincent Louault, vous qui êtes sénateur Horizon, donc dans, j'allais dire, le socle commun d'où part ce projet de loi, est-ce qu'il était temps de légiférer? Il est plus que temps, c'est une promesse qui date de 2022 du président de la République. Donc oui, il est temps de légiférer et d'essayer de trouver des solutions, parce que attendre l'Europe sur ce sujet-là ne va pas être suffisant et ne va pas être à la hauteur des engagements. Est-ce qu'il y a déjà d'autres pays européens où des mesures similaires ont été prises ? De mémoire, non, mais tout le monde réfléchit à trouver une solution. Mais en fait, c'est marrant parce que tout le monde attend toujours que l'Europe dégaine un peu en premier. Mais le problème, pour trouver un consensus sur un sujet comme ça au niveau européen,
on voit toute la difficulté de l'Europe à ne pas arriver à résoudre des problèmes qui sont somme toute assez simples et encore une fois, et pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend. Vous nous donnez en une phrase une des explications du fiasco européen. Je respecte le rêve européen. Je considère seulement, au vu des derniers éléments, qu'il y a des failles dans le système et quelques lacunes. Celle-là en est une. Attendre qu'un pays bouge pour bouger le premier. Est-ce que la France est peut-être le pays où, malgré tout, l'impact des réseaux sociaux, compte tenu de la configuration sociologique, est le plus violent, le plus nocif? Non, je pense que là, toute l'Europe est touchée par ce phénomène de société. Tous les grands pays sont touchés. Je pense que c'est un problème qui est global à une mondialisation folle, avec un système d'algorithmes et un système de réseaux sociaux qui nous dépasse complètement, nous les hommes et les femmes politiques. Donc aujourd'hui, il est temps, encore une fois, d'essayer, et je dis bien le tout c'est de commencer, à trouver des solutions qui sont opérables et qui ne sont pas juste des déclarations d'intention avec des systèmes qui ne seraient pas opérables et pas robustes contre tous ceux qui vont dire on va vous demander votre identification, on va vouloir tout fliquer. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est protéger vraiment nos enfants. Vincent Loup, quel est le point dans les impacts sur les réseaux sociaux? Quel est le point, quel est l'élément le plus inquiétant, le plus ravageur, le plus tragique, celui qui fait le plus de mal à la jeunesse? C'est la communication d'idéaux nocifs, d'images fallacieuses, de fake? Alors, le premier point, il y a l'addiction. L'addiction sur des images, des vidéos qui font quelques secondes où vous scrollez en fait et vous devenez addict sur le fait de faire dérouler un menu déroulant où on va vous imposer un contenu qui est lié à ce que vous regardez d'habitude et ce qu'on veut vous imposer, parce que bien sûr personne n'est derrière les algorithmes, donc on va vous imposer la vision de certaines choses. La deuxième problématique, c'est la montée en puissance exponentielle de l'intelligence artificielle sur les contenus vidéo, où vous pouvez faire dire tout et n'importe quoi à tout le monde, que la création de contenu, en fait, est devenue d'une telle facilité que n'importe quel petit groupe de pression peut créer un contenu qui va perturber la connaissance et le fait de s'informer pour nos jeunes. Je rappelle que nos jeunes, surtout les très jeunes, n'ont pas du tout la même façon de s'informer. Ils regardent pas la télé de la même façon. Ils vont chercher du contenu en fonction de ce qu'ils ont envie un peu de voir. Et les algorithmes les entraînent dans toujours plus d'un style de contenu. Donc, à nous de préserver nos enfants et encore une fois, de trouver des solutions qui sont opérables. Pour autant, comme vous le dites, c'est une promesse du président de la République, promesse de campagne électorale de 2022. On est en 2026, il a fallu 4 ans. Vous me direz, il y a peut-être eu d'autres priorités, entre-temps la dissolution et on sait les complications au niveau parlementaire. Est-ce que on aurait vu les dégâts, on aurait quand même pu s'en inquiéter avant? Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu attendre 4 ans pour que cette mesure arrive sur le bureau de l'Assemblée? Je sais pas, on a toujours peut-être mieux à faire, il y a peut-être des urgences qui sont plus importantes, je sais pas, je suis pas là pour juger, c'est pas moi qui suis aux manettes de tout ce gentil bazar. Ce que je constate juste aujourd'hui, c'est que sur un sujet qui peut paraître simple, qui est compliqué, parce que tous les sujets peuvent paraître simples, mais sont compliqués, on n'est pas foutu de trouver une solution. Et moi j'ai envie de vous dire, nos populations et nos électeurs et notre population, à la fin, nous jugera pour notre incapacité à résoudre des problèmes qui sont somme toute assez simples. Je suis désolé, encore une fois, on trouve une solution pour amener un label d'âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. On doit être en capacité aujourd'hui avec la technologie de trouver des solutions. Nos enfants nous accuseront, nous sommes d'accord si nous ne faisons rien. Ma question était un petit peu entre guillemets sournoise. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lobbies du côté des GAFAM qui auraient tendance à préférer qu'on reporte ce genre d'interdiction, puisque je pense que accès des réseaux sociaux aux jeunes et aux mineurs, il y a un impact économique et financier indéniablement. Oui, mais je pense que les GAFAM ont aussi une image à défendre et que les GAFAM n'ont pas
tout à fait intérêt à ce qu'on voit le pire chez eux, qui va emmener notre société vers des positionnements de nos jeunes qui peuvent être très destructeurs. Vous savez, on peut voir le côté à court terme de dire on augmente le flux, on a un système qui marche super bien, on a des supports publicitaires qui sont au rendez-vous, et à la fin, le truc se retourne contre toi et tu te retrouves submergé par une image qui deviendrait désastreuse. On voit bien sur d'autres sujets les impacts chez Shein, par exemple, que vous avez tous vu, de retrouver certaines poupées et qui attaquent l'image de la marque, en fait. Donc, vous voyez, vous pouvez être très puissant et à la fin avoir des angles de fragilité qui apparaissent. Donc, aujourd'hui, les GAFAM n'ont pas intérêt là-dessus à ne pas être à la manœuvre. Et je peux vous dire, moi, j'ai rencontré les GAFAM qui sont dans des associations américaines pour justement préserver nos jeunes et nos enfants. Et ils sont aussi là pour amener du label sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que Google a réfléchi depuis très longtemps à labelliser les images pour pouvoir les reconnaître entre une vraie image et une fausse image. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, et aujourd'hui vous n'arrivez même plus à trier le vrai du faux. Et la difficulté, en fait, c'est avoir une caractérisation. Quand vous achetez un fromage de chèvre en Touraine, il est AOC, il a un label, c'est parfaitement clair. Et aujourd'hui, il faut qu'on labellise l'âge de nos enfants, certaines images, certaines vidéos, certaines plateformes mettent directement que l'algorithme a repéré que la vidéo était issue de l'intelligence artificielle. Et nous resterons très vigilants sur l'authenticité du Sainte-Maure de Touraine, au Licorne, appel d'origine contrôlée, mon cher sénateur d'Indre-et-Loire. Même problématique que pour tout à l'heure, on parlait de l'interdiction des voiles aux mineurs sur la voie publique. Quelle avait être la nuance? Est-ce que c'est facile à appliquer? On décide que les mineurs n'ont plus accès aux réseaux sociaux, donc 17-18 ans. Quelle est la logistique? Quel est le logiciel qui permettra de faire la part des choses et de s'assurer que cette loi est appliquée et applicable? Le logiciel, il est simple, il n'est pas aux plateformes d'avoir les données personnelles de nos enfants, notamment de style passeport ou carte d'identité. C'est à l'État d'amener un label, c'est-à-dire que sur une personnalité, il a un label, un certificat inviolable qui ne détient pas les données et qui permettent de labelliser la personne comme étant majeure pour pouvoir accéder au contenu et aux plateformes. Après, toute la difficulté, encore une fois, c'est d'accepter la technologie. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on soit très à cheval sur nos grands principes, mais notamment à la CNIL. Aujourd'hui, votre téléphone voit votre visage en permanence. Et parce que vous pouvez très bien faire ouvrir votre ordinateur par votre papa qui vous laisse la session ouverte et vous avez accès à toutes les choses. Aujourd'hui, le contrôle quasi direct de la personne qui est devant un téléphone se fait de façon visuelle. On peut contrôler l'identité. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette de limites sur l'utilisation de la technologie sous prétexte de vouloir protéger les données personnelles, alors que vous savez très bien. Moi, je faisais une recherche sur Google et automatiquement, ma page Facebook, une heure après, m'apportait la publicité qui allait bien de ma recherche Google qui n'avait rien à voir et qui était sur mon ordinateur. Vincent Loup, est-ce que vous sentez un consensus républicain sur ce projet de loi qui dépasse les clivages partisans? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie conscience au niveau du Parlement, des députés et des sénateurs sur le fait qu'il faut aboutir à une mesure efficace et rapide? Ah bah bien sûr. Alors là, j'ai envie de vous dire, si on n'est pas foutu de trouver un consensus pour protéger nos enfants, là, la démocratie parlementaire sera encore plus atteinte que ce que je crois. Donc, bien sûr, des propositions de loi ont été faites. Je pense qu'il faut qu'on trouve un atterrissage sur la façon de le faire. Et encore une fois, là, on n'est pas sur un sujet clivant comme la fin de vie notamment. Donc, oui, j'espère que là, on va avoir la raison qui va l'emporter pour les enfants. Les sujets sont nombreux qui rassemblent les députés et les sénateurs en ce moment sur l'intérêt de la France. Merci Vincent Loup d'avoir été avec nous. Vous restez sur Sud Radio. Je vais recevoir Stéphane Bruno, qui est le bureau, Stéphane Bureau, et pas Bruno, Stéphane Bureau, journaliste
québécois, canadien. Il est bien placé pour savoir quels sont les enjeux entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que M. Trump et M. Macron entretiennent des relations saines? Est-ce qu'il faut tenir tête à l'impérialisme yankee? Et est-ce que le Canadien français a son mot à dire et comment ils vivent la situation? Vous restez avec nous. Vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Il attend vos questions et Stéphane Bureau se fera une joie et une passion de vous y répondre avec la pertinence qui est la sienne. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. En ce lundi 26 janvier, il est 13h03 et Peric Olégas reçoit avec grand bonheur et beaucoup de respect notre confrère et collègue quelque part Stéphane Bureau, journaliste québécois, donc canadien, français, donc québécois, créateur du podcast Contact. Stéphane Bureau, je rappelle que vous êtes un journaliste très expérimenté, que vous avez été correspondant de Radio-Canada aux États-Unis, à Tucson, en Arizona. Ensuite, vous êtes venu en Europe. Vous êtes donc un observateur habilité et patenté sur les liens entre l'Europe et l'Amérique, entre la France et les États-Unis, entre le président Trump et le président Macron. Évidemment, vos avis seront recueillis avec beaucoup d'intérêt. Et je sais que vous êtes, comme dans cette émission et comme cette antenne, un adepte du parler vrai, ce qui vous a prouvé. Mon maître Jean-François Kahn, dont je faisais l'éloge vendredi dernier, était aussi un des confidents de Radio-Canada. Avec qui j'ai souvent collaboré. Et il me disait, c'est une radio où on peut dire les choses librement et on peut dire les choses totalement. Bien entendu, vous nous appelez, chers auditeurs, au 0826 300 300. Emmanuel Galasso va recueillir vos appels. Je ne doute pas un seul instant que l'échange que je vais avoir avec Stéphane Bureau vous incitera à réagir, soit pour donner votre avis, soit pour poser une question, car nous allons approcher cette actualité qui nous tourmente, qui nous perturbe depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, avec, entre guillemets, un compatriote. C'est un Français de culture, même si sur un autre continent. Il est important pour nous, Stéphane Bureau, de savoir qu'est-ce que l'on pense au Québec. Vous êtes originaire de Montréal, vous n'habitez plus le Québec, mais vous êtes québécois. Qu'est-ce que l'on pense de ce côté de l'Atlantique, de cette belle province de culture française? Qu'est-ce que l'on pense de la France? Qu'est-ce que l'on pense de l'Europe? Est-ce que vous êtes vous aussi inquiet sur ce qui est en train de se passer sur cette planète? Inquiet rarement, en fait. Je suis plutôt optimiste et je pense que nous vivons, c'est le titre d'ailleurs d'un plateau que j'anime à la télé publique au Canada, nous vivons une époque formidable. Elle est hors gabarit. Je ne pensais jamais être aux premières loges de quelque chose d'aussi intéressant et évidemment un peu anxiogène. Alors, ce qu'on pense... Alors, d'abord, il n'y a pas de « on ». La pensée aujourd'hui est éclatée. Les opinions sont éclatées, sinon souvent polarisées. On le voit avec l'affaire Trump. On le voit en France aussi. Tout est polarisé. C'est vrai aussi du Québec. C'est-à-dire que nous avons souvent des visions irréconciliables des choses. Alors, il y a naturellement, pour ce qui est de la France, une place particulière au cœur des Québécois ou dans le cœur des Québécois. Alors, j'aime pas la mère patrie, même si historiquement c'est vrai, parce qu'on est aujourd'hui bien plus nord-américain que nous ne sommes français, et j'aime aussi dire que nous sommes divisés par une langue commune. On parle la même langue, mais pas tout à fait. Et donc, il y a cet espace français qui existe dans notre fantasmagorie. On aime ce pays, on y vient d'ailleurs beaucoup pour le visiter en vacances parce qu'on a de la famille, parce qu'aujourd'hui, les Français sont aussi très présents chez nous au Québec, vous le savez probablement. C'est une costaude communauté d'expatriés français qui vivent pour l'essentiel à Montréal, mais ailleurs. Donc, une opinion très favorable, évidemment. On suit la politique française à distance, beaucoup moins que la politique américaine, qui est aujourd'hui devenue, alors vous me pardonnerez ce vilain mot que je n'aime pas et qui est un anglicisme, c'est devenu la politique domestique. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment au Québec. Les Québécois, les Canadiens, suivent la politique américaine comme si c'était non seulement une extension de la leur, mais comme si elle précédait leur politique, parce que c'est passionnant, évidemment, parce que c'est inquiétant, parce qu'on est tous à se demander ce que sera le prochain chapitre, et ce prochain chapitre pourrait-il être bienvenu au menu des Américains, parce que c'est la crainte de tous les Canadiens, d'être avalés. Alors, je ne crois pas, moi, à l'idée que les États-Unis fassent jamais main basse sur le Canada, mais on s'en parlait, je pense, rapidement jeudi, vous et moi. La déstabilisation, la fragilisation du pays, c'est certainement inscrit quelque part dans le livre de M. Trump, avec deux cibles. Le Québec, parce qu'il y a une ambition
vous le savez, vers la souveraineté, vers l'indépendance, et c'est de nouveau au programme au Québec. Ça sera inscrit probablement dans notre actualité prochaine, mais il y a aussi des mouvements... Ne me faites pas toute l'émission en 10 minutes. Vous avez balayé 6 chapitres d'un coup. Et je termine en vous disant que... je suis comme ça. Non, mais c'est parfait que vous l'ayez abordé. J'allais vous dire, les Albertains aussi, aujourd'hui, parce qu'on l'oublie, ont cette envie d'indépendance, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a soufflé sur les braises de l'indépendantisme albertain, ce qui est très surprenant, mais à ne pas, je dirais, décorréler du discours de Marc Carney la semaine dernière, qui a beaucoup déplu à M. Trump. Moins qu'au Saskatchewan, peut-être, ou dans l'Ontario. Vous voyez, comme quoi chaque État canadien a aussi ses particularités, ses provinces. Mais il y a vraiment un mouvement, une volonté pour une partie non négligeable de la population en Alberta de faire sécession, parce qu'ils sont très différents des autres Canadiens. Alors, Stéphane Bureau, vous faites allusion à ce particularisme québécois qui sont vos concitoyens, vos compatriotes sont de culture française et sociologiquement évidemment des Américains, avec une très forte influence bien entendu des États-Unis. Et d'ailleurs, lorsque nous nous rencontrons, on voyait bien que vous avez des mœurs américaines sur le plan alimentaire. Voilà. Et en même temps, vous avez un fond culturel français qui vous fait raisonner un peu différemment de quelqu'un de l'Utah, de l'Alabama ou de l'Ontario. ou de l'Ontario. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a eu des politiciens québécois qui avaient proposé le rattachement du Québec tout seul, qui devienne le 50e État. Ils n'étaient pas majoritaires, mais il y a eu cette idée à un moment donné, et si le Québec intégrait les États-Unis pour devenir non plus une province, mais un État. Mais si on remonte loin en arrière, Benjamin Franklin, un des pères de l'indépendance, a courtisé le Québec en 1770 et espérait que nous nous joignions aux 13 colonies. Ce n'est pas arrivé. Il y avait une église qui était très réfractaire. Et puis, le fait que nous soyons francophones a fait la différence. C'est-à-dire que nous ne voulions pas être avalés. Je faisais allusion évidemment au grand Benjamin Franklin. N'oublions pas que le destin des États-Unis, depuis 1776 avec le marquis de Lafayette, est étroitement lié à l'histoire de France. Et peut-être un jour pourra-t-on retrouver cette cohésion et cette amitié si forte. Stéphane Bureau, aujourd'hui nous sommes dans un moment de tension entre le bloc américain, le président Trump. Le Premier ministre canadien a fait une déclaration extrêmement courageuse qui lui a valu l'exclusion d'ailleurs de ce club de la paix prévu par M. Trump. Il a fait preuve d'insolence et d'insoumission. Est-ce que cette déclaration est, à votre avis, dans la juste voie d'une position équilibrée entre le rapport entre les États-Unis, l'Europe et la situation du Canada au sein du continent américain? Sinon que c'était un appel à l'Europe et à tout ce qu'il a appelé les puissances moyennes à s'unir pour être capable de résister aux hégémonies d'aujourd'hui et à ces superpuissances qui n'ont plus aucun complexe, que ça soit la superpuissance chinoise, russe ou américaine, qui était, nous le pensions, alliée, mais qui évidemment a des intérêts aujourd'hui qui sont présentés de manière plus transparente. Parce que les Américains, on dit aujourd'hui, la règle du droit international a été violée, foulée aux pieds par les Américains. Je dis, ils le font depuis 75 ans. Absolument. Mais en maquillant les apparences. Quand on a bombardé le Cambodge sans jamais lui avoir déclaré la guerre, alors là, il y a eu beaucoup de morts. Proclamer, parce qu'aujourd'hui, il proclame ça. Avant, c'était dit en... Alors, c'est la différence. Comme dans les rues de Minneapolis, c'est aussi la différence. En d'autres temps, une bavure. Alors, est-ce que c'est vraiment une bavure? Est-ce que c'est choisi d'une certaine façon, ce genre de réaction? Mais on aurait, à tout le moins, temporisé. On aurait dit, écoutez, il faut ce qu'il faut, c'est tendu. L'objectif, évidemment, est de renvoyer chez eux ces gens qui n'ont pas vocation à vivre aux États-Unis. Mais c'est inadmissible ce qui s'est passé. Or, aujourd'hui, dans le théâtre politique qui est mis en scène par Donald Trump, non, ce n'est pas un problème. C'est au contraire la démonstration violente, mais de la volonté implacable de l'administration. Je reviens à ce que Carney a dit, fini la période de transition que nous croyons vivre, nous sommes en rupture. Alors, rupture avec quoi? C'est là que je pose la question. Est-ce que réellement Trump est une rupture? Il en est une sur le côté, encore une fois, transparent. Il fait des choses que les Américains, en d'autres temps, ont fait, mais espéraient ou arrivaient à maquiller, et avec beaucoup plus d'outrecuidance et une gourmandise. Qu'est-ce qu'on reproche, entre autres, à Trump quand il se présente à Davos? Il parle au Gotha de la finance internationale de la même manière que s'il y avait été un meeting politique au Wisconsin. Mêmes éléments de langage, mêmes obsessions. Il ne fait aucune différence parce qu'en tout temps, il ne parle qu'à ses électeurs. À ce plancher
béton. À ses clients, j'allais dire. À ses clients. C'est un businessman. Tout à fait. Il les respecte. Il sait comment leur parler. C'est 40-41% d'appui indéfectible. Alors imaginez aujourd'hui Emmanuel Macron qui regarde son vis-à-vis américain, qui était à quoi? 14, 15, 16% dans les sondages. François Hollande, guère fait mieux, était lui aussi allé très, très, très bas dans les sondages. Quoi qu'il fasse, Trump est à peu près à 40-41%. C'est extrêmement frustrant de le disqualifier. La seule différence, Stéphane Bureau, c'est que Donald Trump est conscient de son quota électoral, alors qu'Emmanuel Macron pense qu'il en a 51, alors qu'il en a à peine 20. Voilà, c'est la seule différence dialectique qui les sépare. C'est peut-être pour ça qu'il porte des verres fumés, pour teinter sa réalité. Des Ray-Ban en plus. Stéphane Bureau, est-ce que vous considérez que l'Europe, la France, il y a eu un temps de sidération par rapport au comportement de l'Amérique, de Donald Trump. Tout d'un coup, il y a un sursis, une prise de conscience. C'est tardif ou c'était normal que ça prenne du temps? Parce qu'on est habitué à cette complicité atlantiste. Et là, tout d'un coup, il y a une fracture. C'est plus notre ami, c'est plus notre allié, c'est plus notre protecteur. Vous pensez que ça a mis du temps à se mettre en place, que il y a eu un délai, un retard au démarrage? Alors, je vais probablement provoquer plusieurs de vos auditeurs, mais je ne sais pas si ça s'est mis en place. C'est-à-dire que on s'est tous réjouis la semaine dernière de ce qu'il avait rétropédalé, qu'il y avait une reculade. Or, on ne sait pas ce qu'étaient ses réels objectifs. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Est-ce qu'il a réussi une chose, certainement, c'est monopoliser toutes les conversations, faire en sorte qu'à Davos, il n'y en ait que pour le Groenland et un peu pour l'Ukraine, d'ailleurs à l'invitation du président, parce que Zelensky ne devait pas y apparaître. Donc, on s'est tous dit, ça y est, on a fait front, on a parlé d'une voix, on a un peu roulé les mécaniques et il a vu de quoi on était capable, il a reculé. Alors, je ne suis pas absolument certain qu'il ait reculé sur la foi de ce que nous ayons serré les coudes. Alors, évidemment, l'idée qu'on ait suspendu à Bruxelles le traité qui avait été signé, ou en fait sur lequel on s'était entendu l'été dernier, de commerce entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est un peu vexatoire parce que c'était très, très favorable aux États-Unis, à telle enseigne que le Rassemblement national, Jordan Bardella, est monté au créneau en disant ce traité, heureusement, nous l'avons déchiré, traité de servitude, comment il était décrit. Tout à fait. Alors donc, il y a probablement quelque chose qui a peut-être un peu surpris les Américains. Mais je ne pense pas que la riposte concertée, le discours de Macron ou de Carney ait franchement fait peur à Trump. Parce qu'on compare la réponse des Européens à celle des Chinois. Or, les Chinois ne pèsent pas de la même manière sur le destin des Américains que les Européens. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire. Mais à cause des terres rares, à cause de cette vulnérabilité extrême pour les prochaines années, oui, les Chinois ont fait plier, mais remarquez la différence. Les Chinois n'ont jamais rien dit. Ne se sont absolument pas vantés de leur succès. On continue à en parler. Je reçois Stéphane Bureau. Vous avez vu l'échange, la ferveur de ce journaliste et la pertinence de ses propos. Vous nous appelez au 0826 300 300. Quelle que soit votre question, vous imaginez bien cette thématique vous passionne. Relations internationales, l'Europe, la France, les États-Unis, Trump, Macron. Quelle que soit votre idée ou si vous avez quelque chose à dire, appelez-nous au 0826 300 300. Stéphane Bureau répondra à votre intervention. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et moi je suis très bien parce que je reçois Stéphane Bureau. Stéphane. En fait, le E a été retiré le jour du matin. On peut dire, voilà, parce que des gens m'ont dit non, on dit Stéphane, non, c'est bien Stéphane. Non, c'est ma mère qui a réalisé que nous étions trop nombreux de Stéphane en 1964. Voilà. Et donc a retiré le E et j'ai été baptisé S-T-E-P-H-A-N. C'est vrai que c'est un prénom qui vient bien à la culture anglo-saxonne, il y en a. Tout à fait. Et qui est totalement français. Je rappelle que c'est une évolution du mot Étienne. Voilà. Tout à fait. Donc, Monsieur Bureau, vous représentez ici l'intelligence québécoise, l'observation nord-américaine de ce vieux continent. Vous vous souvenez du discours de Dominique de Villepin, ce vieux continent? Oui, le vieux continent qui est un petit peu en souffrance avec le grand allié, avec le grand frère américain qu'il a toujours protégé. Et là, Monsieur Trump nous tape sur les doigts avec des échanges un petit peu virils quelquefois avec nos chefs d'État, notamment le président de la République. On disait tout à l'heure, oui, vous dites non seulement il y a eu un retard au démarrage, mais y a-t-il eu seulement un retard? Vous êtes en train de dire, Stéphane Bureau, que pour l'instant, l'Europe et la France n'ont pas réagi à l'aune de ce qu'elles auraient dû faire par rapport au comportement Non, je dis surtout que pour l'instant, cette petite réaction donne à l'Europe l'impression d'avoir fait peur à Trump. J'en suis pas absolument convaincu. Et s'il a
changé apparemment d'opinion sur la question du Groenland jeudi quand il s'est présenté à Davos. Je ne pense pas que ça soit parce que les Européens, M. Macron en tête, et ou le premier ministre canadien Carney, aient dit non, c'est terminé. Nous allons nous tenir debout. On se rassure comme on peut. On se rassure comme on peut. Alors tant mieux, mais tant mieux. Nous n'avons que le verbe pour l'instant. On va pas envoyer et c'est un peu le souci. C'est ce que dénonce d'ailleurs Trump. Et ce que faisait avec une certaine arrogance, disons-le, le secrétaire au Trésor Bessent, en disant Monsieur Macron, avant d'essayer de nous épouvanter, s'il vous plaît, d'abord peut-être vous assurer que vous ayez un budget chez vous. Puis ensuite, les Européens, vous partirez peut-être en comité décider de ce que vous ferez et vous reviendrez dans combien de semaines, de mois ou d'années avec une solution. Effectivement, c'est très ironique, mais ils mettent le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire le grand talent à dire les choses, mais les gestes qui souvent se font attendre. Stéphane Bureau, vous vous souvenez de la déclaration du vice-président américain Vance à Munich? Il vient nous donner une leçon de morale éthique, politique. Quelquefois, à juste titre, il y a peut-être des points qu'il a soulevés qui sont légitimes, qui méritaient d'être signalés. Pour autant, c'est quand même... l'Europe est en train de renier ses serments, ses valeurs. C'est nous, les Américains, qui sont les porteurs j'allais dire, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Hallucinant. D'ailleurs, ça avait fait scandale, ça avait traumatisé la classe politique. Oui. Alors, je pense que sur la question, par exemple, de la liberté d'expression, ils tenaient quelque chose. Le problème, c'est qu'ils sont en train de faire la démonstration de leur côté qu'ils n'y croient pas davantage. C'est-à-dire qu'ils ont longtemps, au cœur de la promesse de Donald Trump, c'était de libérer la parole et de dire cette liberté d'expression qui est menacée, et je crois qu'ils avaient raison, il faut la protéger. Or, aujourd'hui, ils la battent en brèche de leur côté, c'est-à-dire que la liberté d'expression est toujours à géométrie variable selon que le point de vue exprimé fait notre affaire ou non. Et en ce moment, les Américains, Trump, n'est pas parfaitement favorable à la liberté d'expression quand ce qui est dit lui déplaît. Est-ce une valeur philosophique pour eux? C'est une valeur fondamentale. Mais alors, c'était vrai dans leur discours d'hier. Aujourd'hui, je le répète, elle est à géométrie variable. Quand ce qui est dit en phase 2 ne fait pas leur affaire, ils veulent les faire taire. Ce sont des radicaux d'extrême gauche, toute personne qui ne pense pas comme eux. C'est malheureux et débile. Mais quand il est venu faire la leçon aux Européens, je pense qu'il avait raison de le faire et je pense qu'on tient pour acquis ici quelque chose qui s'appelle la liberté d'expression et qui, pour autant, n'est pas toujours dans les faits avéré. Mais Stéphane Bureau, ça a ouvert un débat constructif et passionnant sur les thèmes qu'il a soulevés, même s'il y en avait et celui de la civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? J'ai besoin que vous me disiez, c'est une question, je ne vais pas dire qui me hante, mais qui traverse beaucoup nos esprits. Est-ce que les citoyens du Nord-américain, toutes nations confondues, le Canada, les États-Unis, est-ce que dans cette société, dans cette sociologie, il y a des gens qui considèrent que les GAFAM, alors que c'est le territoire d'origine, les GAFAM sont un danger pour le libéralisme, pour la liberté, cette espèce de mainmise d'une forme de capitalisme sur nos consciences, sur nos esprits? Est-ce qu'il y a aussi cette préoccupation de l'autre côté de l'Atlantique? Alors, je vous fais deux réponses. D'abord, vous disiez... en Amérique, là où il y a tous ces pays, d'une certaine façon, vous parliez du Canada et des États-Unis, mais je vous fais l'hypothèse qu'il y a plusieurs pays aux États-Unis. On parle des États-Unis, et c'est vrai. On ne pense pas en Californie comme on pense en Louisiane, on ne pense pas au Texas comme on pense en Oregon. Donc, il y a plusieurs... Merci de cette précision, parce que le fédéralisme est une valeur mal comprise en France. Le fédéralisme, il est réel aux États-Unis. Et je vous dirais qu'il est même morphologique, c'est-à-dire que... au Canada aussi. Morphologique et géologique. On passe d'un État à l'autre, et des fois, sur une distance très courte, on voit qu'on n'est plus exactement dans le même paysage, dans la même géographie. Au Canada, c'est la même chose avec des provinces plutôt que des États. Alors, à la deuxième question ou à la première que vous posiez, évidemment, il y a plein de gens qui sont extrêmement alarmés de ce qui se passe, de ce que ce sont des États dans l'État qui se sont créés avec les GAFAM, des puissances qui... c'est avéré aujourd'hui, sont plus puissantes que bien des petits pays, et même des puissances moyennes. Et derrière tout ça aussi, c'est la question de l'intelligence artificielle, parce qu'au cœur de la politique de Donald Trump et de ceux qui l'entourent, en particulier son tsar des cryptos, David Sachs, c'est cette idée qu'il ne faut absolument pas réglementer l'intelligence artificielle, que la seule façon de gagner cette compétition, cette course aux armements, contre les Chinois particulièrement, c'est en ne bridant pas, sinon à minima, les grands acteurs de l'intelligence artificielle, avec tous les risques. Et il y a chez nous à Montréal, Yoshua Bengio, qui est un des grands penseurs de l'intelligence artificielle, une des têtes, et qui lui fait partie des pessimistes, qui dit le génie est probablement sorti de la bouteille, nous sommes à risque, peut-être même comme espèce,
Vous en convenez vous-même, Stéphane Bureau? J'aimerais avoir la compétence pour faire ce genre de prophétie. Ce que je peux... Vous observez en tout cas le phénomène. Évidemment. Et ce que je peux avec certitude vous dire, c'est que les Américains comme les Chinois sont convaincus d'abord qu'il n'y aura jamais de rattrapage pour les autres acteurs. Alors quand en France, en Allemagne ou ailleurs, on dit il faut investir pour rattraper. Oui, l'écart est trop fort aujourd'hui. Et ça sera verrouillé derrière. Ça sera un monopole technologique. Les technologies appartiendront aux Américains et aux Chinois. Et je pense qu'il n'y aura que très peu de place, sinon aucune, pour tous ceux qui n'ont pas pris le bateau à temps. Le vrai Big Brother serait là finalement. Complètement. Et je pense que c'est non seulement un avantage concurrentiel en termes de commerce, c'est un avantage concurrentiel en termes de domination du monde, militairement parlant aussi. Vous écoutez ce que dit Stéphane Bureau, c'est passionnant, c'est pas forcément rassurant, c'est pertinent et ce sont des propos qu'on n'entend pas toujours forcément de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous restez avec nous sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Stéphane Bureau sera tout à fait ravi de répondre à vos inquiétudes, à vos interrogations, à vos considérations, parce que, auditeurs de Sud Radio, vous êtes comme nous, passionnés par ces sujets, on a envie de savoir surtout à quelle sauce on va être mangé et comment va finir ce grand bal. Est-ce qu'on va faire une grande ronde autour de l'Atlantique ou est-ce qu'on va se regarder en chien de fusil encore pendant quelques temps? A tout de suite, vous nous retrouvez sur Sud Radio dans quelques instants. Ça s'est passé dans les vrais... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Stéphane Bureau sur Sud Radio. On attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane Bureau, vous regardez ça. Alors vous êtes en France, j'entends bien, mais avec l'œil d'un observateur et d'un journaliste donc du continent américain. Je tiens à cette dimension parce que votre vision, elle est de là-bas. Ça va se finir comment? Qu'est-ce qu'attend Trump? En fait, si on voulait lui faire plaisir, il attend quoi? Il n'attend pas la dissolution de l'Union européenne, il attend une soumission telle qu'elle était jusqu'à présent, ou au contraire, en bon monarchiste qu'il est, il voudrait larguer l'Europe et ne plus s'occuper, ou il veut quand même garder un contrôle. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'ambition à bousiller toute l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Europe. Il y a certainement cette ambition à marquer l'histoire durablement. Je crois qu'on sous-estime, alors il y a la vanité du personnage, mais on sous-estime beaucoup justement dans cette vanité l'envie qu'a Donald Trump de marquer, par-delà ses grands coups de gueule, de marquer l'histoire. Et pour eux, c'est cette idée, alors quand il parle d'effacement civilisationnel de l'Europe, quand J.D. Vance vient faire la leçon aux Européens sur ce que devrait être leur orgueil civilisationnel. Je pense que pour Trump, c'est l'idée d'avoir été l'amorce d'un réveil. Alors, certains diront, mais ce réveil, il est odieux, c'est un réveil de l'intolérance, mais pour Trump, il y a certainement ce souhait. Alors, je crois que ce n'est pas du tout de mettre un terme aux relations avec l'Europe. Soumission plus grande. Entre vous et moi, les Américains ont toujours su se faire bien entendre en Europe. Récemment, je rappelais qu'on parlait de l'administration Biden comme de cette administration bienveillante qui avait à cœur les relations transatlantiques, mais qui a bousillé, qui a fait un coup de jarnac terrible à la France, le contrat des sous-marins avec l'Australie. Mais c'est énorme, c'est énormissime. Et à chaque fois que je le rappelle, on dit « oui, mais... » Je dis « écoutez, c'était signé. Nous étions là-bas, en Australie, acquis. C'était la fierté de la France. Et c'était une très, très, très belle affaire. Et du jour au lendemain, les Australiens, avec l'appui des Britanniques aussi d'ailleurs, négocient avec les Américains qui viennent à ravir le contrat. Et on dit, c'était de bons alliés alors? Non seulement ça, mais même l'affaire Alstom et le fait de pousser l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais votre avis. Est-ce que Trump, son obsession, qu'on dit, mais à quel jeu joue-t-il? Est-ce que c'est pas un agent russe? Son obsession, c'est bien que Poutine n'aille pas dans les bras de Xi Jinping. C'est de garder plutôt la Russie dans l'ère occidentale plutôt que de la pousser dans les bras de l'Asie. Je rappelle que ça a déjà été un projet partagé par l'Europe et, enfin, je pense jamais vraiment par les Américains, de faire en sorte que la Russie puisse participer à une logique à tout le moins de marché
européenne. De l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle. Bien entendu. Et aujourd'hui, c'est irrecevable comme idée. J'ai eu des conversations avec d'anciens diplomates français qui, en privé, vous confirmeront que oui, mais ça a été saboté par les Américains qui ne voulaient rien entendre. Et il y a une détestation primaire des Anglais à l'endroit de la Russie depuis 2 siècles. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à la Russie. Elle est ce qu'elle est. Elle est clairement la nation qui a agressé l'Ukraine dans le cas qui nous intéresse. C'est clair. Mais il y a des rendez-vous peut-être aussi qui ont été loupés avec la Russie. Stéphane, ça ne s'invente pas, nous avons Stéphane, qui nous appelle de Romans-sur-Isère. Bonjour Stéphane, c'est comme ça que je dois prononcer ou non? Stéphane? Oui, bonjour monsieur Vegas, oui, c'est comme ça Stéphane, oui. Bonjour Stéphane. C'est la même racine patronymique, hein, je veux dire, Stéphane. C'est Stéphane? C'est une façon de dire Stéphane? Non, Stéphane, c'est typiquement d'origine serbe. D'accord. Oui, je veux dire, mais c'est Étienne quand même au départ. Oui, on peut, voilà. Bah, on peut remonter un petit peu, mais non, mais enfin, oui. Alors, on écoute votre question à Stéphane Bureau. Stéphane. Bah, après, c'est pas forcément, on va dire, une... Non, mais votre observation. Oui, bah, après, c'est pas forcément une question, c'est plus, on va dire, un avis plus global, plus général de la discussion que vous avez en ce moment. Quand vous évoquez des gens, notamment comme J.D. Vance et la vision qu'il peut avoir pour les États-Unis, vous parliez de Trump tout à l'heure, mais je pense que la venue de Trump pour les États-Unis, il y a quelque chose de beaucoup plus structurel en fait qui se met en place. Et je pense que l'avenir des États-Unis, si vraiment, en tout cas, je l'espère, passera aux côtés de J.D. Vance, parce que je pense que il va faire partie des grands de ce monde, et je considère ce gars-là comme ceux auprès desquels moi je me revendique, c'est-à-dire des vrais nationalistes conservateurs, comme peuvent l'être des Poutine, comme peuvent l'être des Georgescu si on l'avait pas empêché de devenir président justement de la Roumanie, des gens comme ça et qui s'inscrivent dans une logique vraiment nationaliste. Et Orban, je pense, hein, et le Premier ministre hongrois aussi, vous le mettez dedans, je suppose, dans ce lot. Viktor Orban. Oui, Viktor Orban aussi, mais il y a vraiment chez J.D. Vance, notamment aux États-Unis, cette volonté en fait de remettre le vivant et je dirais et les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales au sein de la société, comme ce que fait Poutine, comme ce que voulait faire Georgescu, et je pense que c'est vers ce type de personnes qu'il faut aller justement voter. Bon, Stéphane, excusez-moi, vous entendez le message de ces gens-là, c'est ce que vous voulez nous dire. Vous le recevez, ce message. Surtout, et je m'y retrouve, parce que le problème de la France et le problème on peut parler après pérorer pendant des heures sur les problèmes, les relations internationales et autres, mais je pense que le but principal et la vision principale et ce vers quoi il faut qu'on tende tous, c'est justement de remettre au sein de la société, déjà qu'on arrête d'avoir à la bouche le mot laïcité, parler de véritable identité de la France qui est chrétienne, catholique, qu'on est vraiment au pouvoir des gens nationalistes conservateurs qui n'ont que pour but seul l'intérêt de leur propre pays. Ce que font Poutine, ce qui probablement va faire J.D. Vance, ou des gens comme Georgescu auraient pu le faire à la place de Signon. Compris. Et ce que faisait De Gaulle à l'époque. Donc c'est vers ces gens-là, et notamment pas des gars comme le RN ou des Reconquêtes, pour moi, qui sont des patriotes en carton. Donc Stéphane, vous croyez au je vais le résumer comme ça, vous croyez au néo-conservatisme, ce sont des valeurs qui vous parlent. Je vais demander à... Non, pas du tout. Si on parle de néoconservatisme, moi, ça, c'est pas du tout. Hein. Alors, d'accord, apportez la nuance, parce que c'est... Surtout dans le registre américain, le néoconservatisme dit quelque chose de très différent. Non. Le néoconservatisme, pas du tout. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis dans le nationalisme conservateur. D'accord. C'est-à-dire... Ok, mais c'est encore plus clair. C'est l'intérêt de la France, où on n'est pas assujetti. Parce que si vous me parlez de néoconservatisme, c'est la démarche que CNews peut avoir, justement, de soumission encore aux Américains. Vous voyez, c'est pas dans cet aspect-là que moi je m'inscris. C'est ce que pouvait être le général de Gaulle. Compris. Stéphane Bureau, la réaction de Stéphane. Beaucoup de choses. D'abord, il faut quand même rappeler que Vladimir Poutine aime dire que Moscou est la 3e Rome, donc il incarne quelque chose d'une tradition qui peut-être se serait effacée ailleurs en Europe. Et c'est pas un accident s'il le fait. Sur J.D. Vance,
Là aussi, c'est un choix conséquent qu'a fait lors de la convention républicaine Donald Trump en juillet 2024. Il choisissait pas un colistier, il choisissait un dauphin. On pense que l'horizon de Trump commence et s'arrête avec lui. C'est peut-être la seule exception. Le choix de J.D. Vance, c'était aussi de dire il y a quelqu'un qui pourrait me succéder et incarner ce que j'essaie de faire, la révolution qu'il pense incarner, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez révolutionnaire. Certains diront contre-révolutionnaire, c'est la thèse de Bock-Côté. Même si Marco Rubio, on le sent à la guet aussi. Mais alors, je crois qu'ils sont dans deux clubs totalement différents. C'est pour ça. Rubio n'est pas du tout de la même eau que J.D. Vance. On est bien d'accord. C'est aussi une des choses que fait avec talent Trump, c'est comme le cabinet de Lincoln, on disait, c'était, est-ce que c'était a bunch of rivals ou a cabinet of rivals, cette idée qu'il avait mis des gens qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Divisé pour Morigny. Alors, en effet, et il y a un peu de ça dans la logique de ce cabinet. Et Rubio et Vance, alors en apparence, s'entendent bien. Puis je pense que les deux sont beaucoup trop futés pour donner l'impression qu'il y a ou qu'il y a quelque chose comme un conflit. Mais c'est deux visions du monde très différentes. Mais on verra au primaire. Et Vance est certainement philosophiquement celui de Trump. Complètement. Et je dirais même que c'est lui qui vient protéiner les approximations de Trump. C'est-à-dire que c'est lui qui structure. Celui qui a su pendant la campagne, d'ailleurs, expliquer les coups de gueule de Trump. À chaque fois que Trump sortait, par exemple, sur cette histoire des immigrants qui bouffaient des animaux domestiques. Alors, qu'est-ce qu'a fait Trump? C'est improbable d'essayer de justifier et d'expliquer. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est une provocation pour rappeler à tous que le problème central de cette campagne devrait être celui de l'immigration. Donc, il reformule les aberrations de Trump de façon acceptable. C'est un rôle dialectique très important. Absolument. Et plus encore, je pense qu'il a, lui, une vision beaucoup plus idéologique que celle de Trump, qui a un instinct puissant. Rappelons quand même que Trump n'est que le symptôme de quelque chose qu'il dépasse. J'emploie toujours la même image. Il fait du surf sur un puissant tsunami. Alors, y a-t-il du nationalisme conservateur dans le Trumpisme? Il y en a plein. Mais je pense que c'est le... Donc l'observation Stéphane, quelque part, elle correspond à une réalité. Oui. Et J.D. Vance l'incarne, il a parfaitement raison. Alors, évidemment, il y a une réaction vive, parce que c'est considéré comme... une vision patriarcale, frontière raciste. Frontière raciste, amusant comme formule. Mais il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de réactions. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment. Live en direct tous les jours au Minnesota. Parce que le Minnesota est l'incarnation depuis 75-80 ans aux États-Unis du progressisme. C'est d'ailleurs une immigration scandinave. C'est une tradition ouvrière et agraire, puissante, avec des politiques... Donc c'est un État de gauche, on va dire. Parmi tous les États américains, c'est celui qui est le plus à gauche. C'est le plus haut ratio de demandeurs de statut de réfugiés par habitant dans l'ensemble du territoire américain. C'est pour ça qu'il est dans le collimateur de l'ICE et de... Il y a aussi cette histoire liée à la communauté somalienne, cette histoire de corruption, de malversation. On parle de 250 millions d'argent fédéral qui auraient été volés, détournés, peut-être même d'1 milliard. À Davos, la semaine dernière, Trump était rendu à 19 milliards. Ça choque l'opinion américaine, ça, ou non? Oui, tout à fait, ça a choqué. Plus que chez nous, ça choquerait, on sait aujourd'hui. Les dimensions de l'affaire. Les gabegies. C'est de la gabegie, mais au cube. On parle vraiment de quelque chose d'énorme, mais évidemment, c'est devenu aussi l'incarnation d'une immigration mal ou sinon pas du tout contrôlée, parce que ça serait le fait que des Somaliens. Alors, ça fait dire au Trump, et c'est extraordinaire comme formule, vous imaginez, à Davos, il dit... Les Somaliens, finalement, sont moins cons qu'on ne l'aurait présumé, parce qu'ils nous ont bien roulés. Mais ça, c'est le compliment façon Trump. Ça, c'est du Trump pur. Oui. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes sur Sud Radio avec Stéphane Bureau. L'échange est passionnant. On y apprend des choses qu'on n'entend pas souvent sur les médias français. Vous allez revenir souvent, Stéphane Bureau, sur Sud Radio. Vous nous retrouvez dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et on répondra à vos questions ou on écoutera vos observations telles qu'on vient de faire jusqu'à présent. À tout de suite. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, vous êtes bien sur Sud Radio et je reçois Stéphane Bureau, journaliste québécois, créateur du podcast Contact, qui a été correspondant du Canada, de Radio-Canada aux États-Unis, donc il connaît bien la société nord-américaine et là il est en France depuis quelques années et très à l'écoute et très expert, y compris sur notre politique intérieure, et je me demande si avec votre recul vous ne seriez pas plus compétent et plus fin dans vos observations que certains
commentateur français. On en reparlera une prochaine fois quand on vous réinvitera. Plus fin, j'en doute, mais peut-être que je pense ailleurs sur le spectre. Et c'est très intéressant, Stéphane Bureau, d'avoir vos paramètres, vos codes, hein, votre sens de l'observation par rapport à d'autres enjeux. En tout cas, vous êtes là, au milieu de l'Atlantique aujourd'hui, pour faire une image, une métaphore, entre ce qui se passe dans la société américaine, au Canada, en France, en Europe. On a vu que, il reste encore beaucoup à faire et que, pour l'instant, le président Trump n'est pas très inquiété. Je voudrais qu'on parle du Québec, la belle province de culture française que nous avons perdue lorsque nous avons abandonné sur les plaines d'Abraham. 1759. 1759, voilà, c'était Monsieur de Montcalm qui représentait la France et on avait conclu que le prix du château de Versailles avait valu la perte, comme disait Voltaire, de ces quelques arpents de neige. Qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez resté français? Peut-être qu'on se porterait mieux. Voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour il y aura une forme de réunification, au moins culturelle, pas nationale, bien entendu. Peut-être qu'on regarderait la télévision française chez nous là-bas, comme on le fait en Guadeloupe ou en Martinique, pensant que la métropole c'est Paris. Alors aujourd'hui, la métropole, ce n'est plus Paris. Alors, est-ce qu'on a une patrie commune? Non, enfin, disons qu'on a une matrie, vous voyez. Tout à fait. Une matrie commune, voilà. D'ailleurs, vous-même, les bureaux, est-ce que vous connaissez votre origine géographique en France? C'est le Poitou? Je pense que c'est peut-être le Poitou, mais la généalogie et moi, on fait franchement pas bon ménage. Il y a encore beaucoup de bureaux dans le Poitou et je sais que beaucoup de bureaux... alors, je pense que, mais par-delà tout, j'ai passé 2 ans et demi de ma prime jeunesse avec mon papa à Lyon. J'ai passé mes premières années d'enfance ici, donc mon père faisait son doctorat à l'université à Lyon. Donc vous avez aussi un enracinement français. Ben évidemment. Alors, chers frères québécois, et moi je suis basque, vous voyez, donc je me mets dans peux imaginer. Mais on a traversé l'Atlantique avec des bateaux et on est allé sur les côtes du Canada depuis très longtemps. Il y a une île aux Basques chez nous. Mais tout à fait. Donc voilà, nous partageons des valeurs et en tout cas peut-être un passé commun, voire un destin commun. Comment le Québécois que vous êtes, même si vous êtes en France, comment vous voyez la France? Vous la trouvez affaiblie? Vous l'avez connue glorieuse, grande, généreuse. Vous la trouvez un petit peu malade là? Est-ce que vous avez mal à la France? Si je peux me permettre de vous poser la question comme ça, répondez en toute franchise et parlons vrai. Vous n'êtes pas obligé d'être désobligeant. Vous pourriez dire voilà, oui, j'ai une petite inquiétude. J'ai fait le choix d'être ici, de vivre ici, de passer du temps ici, de bosser ici, parce que c'est un pays que j'aime d'amour et c'est un pays qui s'aime très mal. C'est-à-dire qu'on aime le détester, on aime dire qu'il est misérable. C'est entendu et répété. Je peux comprendre parfaitement les raisons. Politiquement, il faut simplement regarder les dernières semaines, sinon les derniers mois, pour se dire c'est pas possible. 4 mois de débat pour accoucher de ce budget de compromis, c'est le ratatinement de la volonté politique. Alors, je comprends que M. Lecornu, avec un génie certain, a réussi à manœuvrer entre toutes les mines qui étaient devant lui. Mais le total, c'est que c'est un pays, 4 mois où on n'a rien fait d'autre que de parler de budget. Et c'est quand même assez basique que d'avoir un budget. Alors, si on exclut, et c'est fondamental, la question politique, ça reste un pays formidable. C'est un pays où on peut encore penser, c'est un pays où on aime penser, c'est un pays où la langue claque, elle claque bien, où on continue à réfléchir, je pense sincèrement. Merci, mais toutes ces choses comptent, et où le débat est vif, où il est possible d'ailleurs de s'engueuler et ensuite aussi d'être amis. Oui, pas toujours. Hein. Vous avez vu à l'Assemblée, quelquefois, il y a des tensions qui sont loin de l'amitié. Je le conçois, et je conçois qu'il y a des tensions politiques qui soient irréconciliables et qu'il n'y ait pas d'amitié possible, et du respect peut-être. Alors, il y a plein de raisons d'aimer la France, mais... Enfin, comme je le dis souvent, si la France était aussi grande qu'elle sait parler, ça serait la première puissance au monde. Mais malheureusement... La grenouille, le bœuf français. Stéphane, alors il y a un Basque qui reçoit un Québécois. Il était normal que quelqu'un nous appelle de Catalogne. Hein. C'est Claude qui nous appelle de Perpignan. Oui, bonjour Claude. Oui, bonjour Perico. Bonjour Stéphane Bureau. Bonjour. Une question courte pour Stéphane Bureau. Et si, par exemple, Trump voulait annexer le Canada, mais avec un statut spécifique pour le Québec, qu'est-ce qui se passerait? Mais dans un premier temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit ni au Québec, ni au Canada pour être absorbé. Et comme je le disais en début d'entretien, je pense que le projet Trump, c'est plutôt de faire éclater le Canada ou de le fragiliser pour mieux négocier avec lui. Ce n'est donc pas un hasard, je me répète, mais si M. Bessent, le secrétaire au Trésor, jeudi dernier, soufflait sur les braises du sentiment nationaliste albertain, en disant si les Albertains voulaient choisir l'indépendance et qui sait peut-être devenir un
État américain, Le 51e. on les accueillerait parce qu'ils nous ressemblent, ce sont des conservateurs, il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, c'est un État richissime, ou une province richissime, éventuel État américain. Donc, quand on parle du 51e État, c'est pas nécessairement le Canada avalé d'un coup. Et pour le Québec, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a à Washington quelqu'un qui ne jouerait pas la carte Canada s'il y avait une campagne référendaire. Rappelez-vous qu'en 95, enfin, je ne sais pas si vous vous en rappellerez parce que c'est un petit peu local, mais quand le Québec a choisi de tenter l'aventure de la souveraineté avec le référendum, Bill Clinton était venu à Ottawa plaider la cause du Canada. Alors, on ne parlait pas d'ingérence, mais ça en était évidemment parce que les Américains, historiquement, ont toujours été attachés au Canada fort et uni. Aujourd'hui, je pense que Trump, même s'il n'est pas du tout informé sur le projet nationaliste québécois, se réjouirait, et il y a certainement autour de lui de ses conseillers qui savent que ça sera une option bientôt, d'ailleurs, au calendrier électoral. Il est très probable que le Parti québécois qui incarne ce référendum soit élu d'ici octobre prochain, avec la promesse de tenir un référendum, un troisième. Alors, il y a ce paradoxe, un président qui ne serait pas opposé, qui ne jouerait pas contre les forces souverainistes, mais le chef du Parti québécois, qui ni de près ni de loin ne veut être associé à Trump, parce que c'est un repoussoir. Les Québécois ont une réaction épidermique. Il y a une unanimité, mais à 80%, d'opposition viscérale à Trump au Québec, parce que on incarne aussi un certain progressisme. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fans au Québec. Il y a une base de gens qui apprécient Trump, mais... De là à devenir citoyen américain, c'est autre chose. Stéphane Bureau, on n'est pas à un paradoxe près. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu les deux référendums, en 60 et surtout en 95, toute l'élite politique française était à la délégation du Québec, rue Pergolèse, pour célébrer le référendum qui était attendu comme une victoire. Et il y avait dans l'assistance, je me souviens de Michel Rocard, Philippe Séguin, de profonds jacobins français qui considéraient que le fait que la Bretagne, la Corse, le Pays Basque aient pu avoir un statut particulier, c'était inadmissible. C'était la France unie et indivisible. Par contre, on était tout à fait d'accord pour disloquer le Canada et que l'indépendance du Québec aurait été quelque chose de profondément légitime. Vous trouvez ce double discours assez paradoxal ou non? Je vous dirais que le Canada a reconnu l'indépendance du Kosovo sans aucun souci, alors qu'une bonne partie de la communauté internationale ne l'a pas fait, sans jamais se soucier de ce que ce précédent accordé au Kosovo pourrait aussi peut-être être applicable au Québec. Bien sûr. Donc, on n'est pas une contradiction près dans la famille ou dans les familles politiques, sinon que vive le Québec libre de Gaulle retentit encore très fort au Québec, a été revisité et un peu corrigé par l'actuel premier ministre, M. Legault, qui, à la faveur d'un voyage au printemps dernier, disait, en fait, c'était pas un appel à l'indépendance que lançait le général de Gaulle quand il était sur le balcon de l'Hôtel de Ville à Montréal. C'était plutôt une manière de dire, prenez votre destin économique en main. Alors ça, c'est du révisionnisme, je vous l'assure. Oui. Non, on pense bien que le général de Gaulle avait autre chose en tête. Voilà, et que ça a créé une rupture diplomatique assez violente. Il est remonté sur le bateau soi-même pour rentrer à Paris. Pour autant, est-ce qu'il faut continuer à, rêver de cette collusion québéco-française aujourd'hui dans ce tourment? Est-ce qu'il y a des raisons justement de dire, écoutez, on n'a pas à l'arrivée. Nous gardons des valeurs communes sur la liberté, la démocratie, et que l'Europe doit être une amie de l'Amérique. Je veux dire, est-ce qu'on peut se dépasser ces clivages d'aujourd'hui? Mais je dirais, on n'a pas à la rêver, cette collusion franco-québécoise, parce que c'est une relation unique et particulière. Le délégué général du Québec a le statut d'ambassadeur, alors que nous ne sommes pas un État. C'est un cadeau qui a été consenti par le général de Gaulle. On a vraiment pignon sur rue à Paris. Il y a des échanges forts et nombreux entre les deux, je vais dire non pas pays, mais les deux gouvernements. Une représentation aujourd'hui nationale française au Québec, mais ça compte. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers, sinon peut-être même davantage, 100 000 et plus Français qui vivent au Québec. C'est plus du tout mystérieux, le Québec, aujourd'hui, en France. Quand on m'entend, alors évidemment, on reconnaît mon accent au premier coup, mais c'est pas rédhibitoire comme ça l'a déjà été. Il y a une époque où on ne comprenait rien à ce qu'on disait. Parce que l'oreille française... dans certains évidemment, parce que l'oreille française n'est pas musclée. Alors, en Gaspésie, c'est vrai qu'en Gaspésie, on a du mal à comprendre. C'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, et parfois même entre nous, il y a quelques difficultés. Stéphane Bureau, merci pour votre
précieuse présence à cette antenne. Je conclurai par vive le Québec, vive la France. On va pas aller au-delà, mais ça a décidé. Et je vous attends pour continuer cet échange parce que nous aurons certainement d'autres informations et d'autres configurations à décrypter avec votre pertinence, votre intelligence et votre culture. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Et là, c'est vive Brigitte Lahaye Libre qui va nous parler de sentiments et de tendresse.